Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre live Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des solutions digitales. Je suis en compagnie de Rémi Sabonadière qui est CEO d'Efixis. Alors Rémi, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci Delphine. Alors, Rémi va nous présenter la solution Core GPT qui permet de déployer des modèles d'intelligence artificielle puissants tels que GPT-4, mais directement dans son infrastructure IT. N'hésitez pas à poser vos questions directement via le chat YouTube. Nous réserverons un moment de 30 minutes d'échange avec Rémi à partir de 12 heures. Et je te laisse tout de suite la parole. Bonjour à tous, merci Delphine. Alors, rapidement, on va présenter FXIS. Donc, FXIS, on est un cabinet de conseil en intelligence artificielle. Donc, on va accompagner des entreprises de toute taille, des PME, des grandes entreprises et des multinationales sur comment bénéficier de l'IA. Donc, on est 25 employés environ. On a notre siège ici à Lausanne et un bureau en Belgique. Et en accompagnant toutes ces entreprises, on nous pose souvent la question, mais quel modèle de langage je peux utiliser? Ah, mais il y a Mistral, ah, mais il y a Google, ah, mais il y a Microsoft, etc. Et parfois, ça donne un peu le réflexe de quand on a un marteau, tout ressemble à un clou, je vais prendre ce modèle de langage et de prendre des décisions en fait trop tôt dans la transformation IA. L'IA, ça va être une technologie de rupture pour des décennies, donc il ne faut pas non plus se précipiter, il y a des décisions qui vont être lourdes de conséquences. Et au-delà du modèle de langage, on me demande souvent aussi quel outil j'utilise. Est-ce que je vais prendre sur ChatGPT, ChatGPT Teams, Copilot, etc., etc. Et il n'y a pas une bonne solution pour tout le monde. Il y a des nuances, les 50 Shades of ChatGPT. Ça permet, en fait, faut se poser les questions de est-ce que est-ce que je suis OK que le provider utilise mes données pour du réentraînement? Souvent, ce n'est pas le cas, donc pour ça qu'on ne faut pas utiliser ChatGPT. Est-ce que mes données peuvent aller aux États-Unis, oui ou non? Est-ce que je peux me conformer aux règles de confidentialité des données européennes ou de mon entreprise? Est-ce que je peux régler ce genre de choses? Est-ce que je peux choisir un modèle de langage en particulier ou pas? Et quels sont les coûts d'installation et de maintenance? Et encore une fois, il y a des entreprises pour qui c'est OK d'être sur ChatGPT, parce qu'elles n'ont pas de souci de confidentialité, elles ne sont pas dans des business où il y a des problèmes de confidentialité, donc elles peuvent utiliser ChatGPT, qui est un très très bon outil, qui est sûrement l'outil le plus performant, d'autres ont des contraintes. Donc, pour celles qui ont des contraintes de confidentialité, il y a deux solutions, parce que il y a Copilot de Microsoft, mais qui marche pas très, enfin qui est très bien pour de la productivité, écrire un email, écrire un document, mais avec qui on va pas pouvoir libérer toute la puissance de l'IA. Il y a le faire sur site, c'est-à-dire le faire tourner ses modèles sur ses propres serveurs. Alors ça c'est bien, mais ça coûte très cher. Il y a besoin aussi d'une grande expertise technique pour déployer des modèles comme ça sur ses propres serveurs. Et du coup, chez FXX, on s'est dit, ah bah en fait, il faut permettre à une entreprise d'avoir la puissance de ChatGPT, mais de choisir de l'avoir en interne, de pouvoir passer par Microsoft, en fait, tout simplement, pour pouvoir décider que les données doivent être en Suisse, etc. Donc, c'est en fait accéder à la puissance de ChatGPT, pas via OpenAI, mais via Microsoft à Azure OpenAI et développer sa propre solution. Et dans l'idée, en fait, Core GPT, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire votre ChatGPT sur mesure. Ça va ressembler à ChatGPT. On va vous permettre de gérer des panneaux d'utilisation. C'est-à-dire, est-ce que Delphine elle a besoin de 150 conversations par jour? Rémi en a besoin que de 50. Ce qu'il faut savoir qu'on paye, hein, dans ce monde du modèle de langage et de l'IA, on paye chaque conversation. Donc, est-ce qu'on veut laisser à tout un chacun autant de conversations possibles ou gérer ça? Les bibliothèques de prompt, écrire un article LinkedIn, AlphaICT, on va sûrement faire un prompt qui va ressembler d'une fois à l'autre. Donc peut-être qu'on veut simplement les sauvegarder quelque part pour pouvoir les réutiliser. Je vous montrerai un exemple juste après. La personnalisation, parfois on veut aller plus loin qu'un simple chatbot. On veut une IA qui a accès à des documents spécifiques, à des fonctionnalités très spécifiques. Donc on va se construire ce qu'on appelle un agent. C'est-à-dire une IA qui n'a qu'un seul objectif. Par exemple, répondre à un appel d'offres ou répondre à des clients en suivant des règles très très précises. On veut le déployer sur sa propre infrastructure, c'est-à-dire que AlphaICT veut faire son AlphaICT GPT, AlphaICT veut
être en contact avec Microsoft, veut que les données soient en Suisse, etc. Donc, c'est donner toute cette liberté. Et finalement, peut-être que Alpacity GPT, pour l'instant, c'est GPT-4, mais peut-être que demain, ce sera Mistral, peut-être que ce sera un mix des deux. Donc, on laisse tout simplement à nos clients, aux utilisateurs de Core GPT, la capacité de se faire un costume sur mesure, de se faire son propre solution. Et ça va faire tout le pouvoir de ChatGPT, mais selon vos conditions. C'est vous qui allez décider. On veut des images, on ne veut pas des images, on veut beaucoup, on veut pas. Est-ce que tout ça se paye à la fin aux fournisseurs de large language model? Donc, on va vous laisser vous faire votre propre ChatGPT. Et demain, ce qu'on fait beaucoup maintenant avec les entreprises, c'est qu'un chatbot, c'est bien pour des utilisations de la vie professionnelle de tous les jours, relire des emails, synthétiser des documents, avoir des meetings minutes, etc. Mais parfois, on veut que l'IA ait accès à 150 documents et qu'elle puisse travailler sur ces 150 documents. Et là, ce qui ne va pas marcher, c'est de dire à l'IA, tu as accès à tous mes documents, trouve tous ceux qui parlent d'Alpacity. Donc, elle doit lire mes 10 000 documents et trouver les 100 qui parlent d'Alpacity pour faire cette tâche. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est des agents qui sont spécifiquement entraînés à faire des tâches précises, mais qui vont du coup le faire très très bien. Donc le but, c'est qu'une entreprise n'ait pas un chatbot interne et 150 apps qui traînent de partout pour faire des choses en RH, en marketing, en assistance technique, etc., mais qu'il y ait vraiment une plateforme depuis laquelle on peut accéder aux agents selon ses droits d'utilisation, Microsoft, etc. Donc le but, c'est vraiment de permettre que ce soit une rampe de lancement, une plateforme pour toutes les applications IA d'une entreprise. Je crois qu'assez de slides, on va passer à la démonstration. Hop. Donc là, j'espère que vous voyez bien mon écran. Et ça ressemble, comme vous le voyez, très fortement à ChatGPT. Donc ici, je suis juste connecté avec ma propre adresse FX6. Donc c'est directement lié à nos adresses professionnelles. Donc si quelqu'un n'a pas d'adresse FX6, il ne peut pas se connecter. C'est les mêmes mots de passe, etc. Donc facile à gérer. Il y a ma liste de chat sur la gauche. Et là, j'ai posé une question comme beaucoup. Voilà. Agis comme un expert des résumés et explique-moi ce que fait l'Alpacity, le lien ci-après. Et c'est GPT-4 ici, c'est le même, sauf qu'on accède à GPT-4 via les services de Microsoft. Donc là, toutes ces données sont en Suisse et je suis en contrat avec Microsoft, entreprise très établie, et non pas avec OpenAI, qui est une entreprise un peu plus sulfureuse, on dira, sur sa politique d'utilisation des données. Et donc, du coup, c'est tout simplement mettre à disposition de vos employés un ChatGPT dont vous avez le contrôle, où vous pouvez augmenter, restreindre les accès, faire des bibliothèques de prompts. Ce qu'on a un exemple qui parle, c'est les recrutements. Quand on fait un recrutement ici, typiquement, on dit agis comme un expert du recrutement, je cherche à recruter un data scientist. Voici quelques infos sur le job. Je donne les infos sur le job et après je dis ci-dessous, voilà des exemples de job posting, de description de travail qu'on a fait avant dans le passé. Et donc du coup, il va s'inspirer de ce qu'il a fait dans le passé pour me faire une nouvelle offre d'emploi qui vraiment correspond bien à FX6, la façon dont on fait nos offres d'emploi, ce qu'on met en avant au sein de notre entreprise. Sauf que ça, je n'ai pas envie d'écrire ce prompt à chaque fois. Ou imaginez, on n'est pas 2000 chez FX6, mais imaginez une entreprise de 1000 collaborateurs qui recrute peut-être 10 personnes par mois ou des choses comme ça. On n'a pas envie de réécrire le prompt à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le prompt et quand quelqu'un a besoin de l'utiliser, ici, il va tout simplement changer les spécificités du job, donc de dire, voilà, c'est un data scientist ou c'est quelqu'un en marketing ou quelqu'un en ressources humaines ou un plombier ou ce que vous voulez, et qui va tout simplement adapter. Mais tout le reste, c'est sauvegardé, donc il n'y a pas besoin de le faire. Parce que trouver un bon prompt, trouver le prompt qui va faire quelque chose qui est propre à votre entreprise, ça prend du temps à le trouver, c'est de l'expertise, faut un peu essayer, etc. Donc une fois que vous avez le bon, c'est une sorte de template, et vous le gardez et vous le réutilisez. Vous pouvez même le partager avec des collaborateurs pour qu'ils puissent travailler dessus. Pareil, on a un exemple où là, on va organiser une conférence, alors pour ceux qui sont dans l'événementiel. Donc voilà, vous voyez que c'est un prompt de base assez long. Je lui dis, OK, tu dois rédiger l'agenda d'une conférence, il y a 3 salles à disposition, chaque session doit durer 2 heures, il y a des pauses café, etc. Et je lui donne toute la liste des conférences qu'on va faire. Donc vous voyez, une tâche assez compliquée et un prompt assez long. Et là, il va me demander vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire la timetable. Il a optimisé les conférences en fonction des salles à disposition. Il m'a créé un agenda pour que je n'ai pas à le faire moi. Et il m'a vraiment fait ce que je voulais. Mais ça, encore une fois, ça nous a pris du temps d'arriver à ce prompt de qualité. Donc pareil, si celui-là, je veux le partager,
bah, je peux dire, bah, voilà, moi j'ai réussi en interne, ça y est, j'ai quelque chose qui marche bien. Maintenant, je propose que toute l'entreprise utilise ce template, utilise cette base pour aussi que vous ne perdiez pas de temps. Et ce qui est bien fait aussi, c'est qu'il y a des tags. C'est-à-dire que si je veux partir, par exemple, dans tout ce qui est event planning, je touche la carte event planning et ça va me donner toutes les prompts qui ont été partagés avec moi qui sont liés à ça. Donc ça permet vraiment d'aller très vite à trouver les choses, à trouver les cas d'études qui ont été utiles dans l'entreprise. Après, ce qui va être utile, comme je disais tout à l'heure, ça va être la gestion des utilisateurs. Parce que, encore une fois, vous payez, quand vous utilisez un modèle de langage, vous le payez d'une façon ou d'une autre. Si c'est Azure OpenAI, vous allez payer Microsoft à la conversation. Même s'il est en local, vous allez payer des coûts de GPU et vous allez de toute façon payer l'utilisation de ces modèles de langage. Donc, vous voulez qu'on ait une entreprise de 50, 100 ou 30 collaborateurs, on a envie de contrôler qui peut dépenser combien, parce qu'il y a des bilans à faire en fin d'année, des budgets, des budgets à respecter. Donc le but, c'est de pouvoir facilement gérer qui peut dépenser combien dans une journée typique. Il ne faut pas faire au jour près, etc. Mais typiquement, bah voilà, moi j'en suis à 30% de mon utilisation aujourd'hui. Si je veux passer de nouveau à 10 000, je sauvegarde. Et voilà, si je ne pourrais pas passer cette limite-là, une fois que je l'aurai passé, alors il va jamais m'arrêter pendant une conversation, mais je ne pourrai pas en commencer une autre. Et si j'ai besoin de plus, bah, je fais tout simplement une requête à l'administrateur pour que celui-ci me donne plus d'accès. Donc ça permet aussi aux entreprises voilà, de gérer, parce que ça peut vite partir en cacahuète, la gestion des tokens, parce que par exemple, quand on donne un article de 20 pages, bah, on ne se rend pas compte qu'on en consomme des tokens. Donc ça permet aux entreprises de commencer peut-être petit, puis après grandir l'utilisation. Et on peut aussi analyser les prompts qui ont été faits. Et ça, pourquoi c'est utile? Typiquement, vous utilisez ça pour former des gens. Par exemple, vous utilisez Core GPT pour former des nouveaux collaborateurs. Si vous voyez les questions qui sont régulièrement posées, vous pourrez vous dire, ah bah peut-être que dans notre programme d'onboarding, dans notre programme de formation interne, il manque ce sujet-là parce qu'on voit que les gens le posent souvent. On peut l'anonymiser, on peut le garder. Encore une fois, ça, on laisse chaque entreprise faire comme bon lui semble. Le but, c'est pas d'imposer des choses, mais ça permet de voir quelles sont les questions les plus posées, parce que peut-être qu'il y a des choses à faire soit en interne, soit beaucoup de gens essayent, je dis n'importe quoi, de préparer une interview à Alpicity, et on se rend compte que juste avec le chatbot, il n'a pas accès à assez de documents, il ne peut pas lire des vidéos, il ne peut pas lire 10 ans d'historique. Donc on va créer un agent qui a accès à cette information de façon euh, pas nécessairement structurée dans le forme technique, mais on lui dit, voilà, voici les transcripts des 10 dernières années, utilise cela pour m'aider. Donc ça, c'est ce qu'on appellera l'agent, mais on va rediriger les personnes vers ça. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant dans analyser les prompts, c'est que ça permet de voir déjà si c'est utilisé, comment c'est utilisé, et qu'est-ce qu'on peut faire en interne pour supporter les personnes, soit dans les former à mieux l'utiliser, ou par exemple, si tout le monde demande c'est quoi le menu de la cantine dessus, bah, on va mettre le menu de la cantine à l'entrée de l'entreprise, ça fera gagner du temps. Donc voilà, dans l'ensemble, ce Core GPT, c'est vraiment, il faut le voir comme on va utiliser l'IA pour les 10 à 15 années qui arrivent. On aimerait une plateforme centrale pour développer soit déjà ce chatbot pour que tout le monde puisse euh, écrire un brouillon d'email, résumer un article, expliquer des concepts techniques, faire des jobs, des fiches de travaux, mais aussi comme plateforme de lancement pour des applications plus complexes qui vont peut-être être devant vos clients, qui vont peut-être ont besoin de plus d'ingénierie, mais au moins vous agrégez tout dans un endroit où vous pouvez tout contrôler et vous faire votre costume sur mesure. Donc, ce n'est pas nécessairement bien ou destiné à des entreprises qui n'ont pas de souci de confidentialité, par exemple. Ça va plutôt être destiné à des entreprises qui veulent avoir un gros contrôle sur la confidentialité, surtout qu'ils vont avoir beaucoup de besoins. Et comme on en parlait juste avant avec Delphine, voilà, ça permet aussi d'avoir pas un marteau pour tous les clous, mais de se dire bah, peut-être que l'équipe marketing, on leur laisse Azure OpenAI GPT-4, qui est, quoi qu'on en dise, le meilleur modèle à l'heure actuelle, parce que voilà, c'est OK que nous, les données aillent sur Microsoft, même en Suisse, c'est OK. Par contre, pour notre équipe de brevets, eh ben là, on va passer sur un modèle on-premise, sur site. Et en fait, Core GPT vous permet d'avoir tout au même endroit. C'est pas, on choisit un outil et puis après, on va essayer de tout faire avec. On va prendre le temps
de comprendre qui a besoin de quoi et leur mettre les meilleures IA, les meilleures applications à disposition pour vraiment augmenter leur travail. Donc voilà pour cette démonstration. Et j'espère que c'était clair et si ça ne l'était pas, avec plaisir pour éclaircir les sujets pendant les questions. Absolument, merci infiniment Rémi. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat de YouTube. Je me fais un plaisir de les poser, enfin de les retranscrire et de les poser à Rémi. Moi, j'en avais peut-être une première. Alors, je sais que c'est pas ton métier de base, mais au niveau de cette confidentialité, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, quand tu dis que les données restent en Suisse, quand tu dis que c'est des données moins importantes, elles peuvent, aller et venir dans un cloud, qui est par exemple aux États-Unis. Peut-être nous expliquer aussi, l'aspect local. Est-ce Ouais. qu'une IA, les modèles, les LLM peuvent tourner sur un serveur local? Voilà, nous donner peut-être un éclaircissement pour les entreprises au niveau de la confidentialité. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est avant tout que c'est un compromis. Ça veut dire que si vous voulez beaucoup de performance d'une IA, il faut qu'elle soit sur le cloud. Il n'y a pas le choix, quoi qu'on en dise. Après, si on veut une IA puissante, c'est quoi? C'est une IA qui est capable de faire plein de tâches, qui va varier de la poésie à la finance, à l'ingénierie. Et après, par contre, si on voit qu'une IA a besoin de faire que des tâches spécifiques, là, il y a besoin de moins de taille, donc il n'y a pas besoin qu'elle soit sur le cloud et on peut la mettre en local. Donc, il faut vraiment se poser les questions de c'est quoi nos besoins. Et en fonction des besoins, si vous avez besoin, par exemple, d'une IA qui va analyser des brevets, ça, c'est une seule tâche. Alors, c'est plein de petites sous-tâches, mais c'est une zone d'application qui est ça. Ça, on peut entraîner des modèles de langage qui sont assez petits pour être en local et qui vont complètement tourner sur votre infrastructure. C'est-à-dire que ce ne sera jamais envoyé sur le cloud. Donc ça, c'est l'option vraiment la plus... Mais ça nécessite des coûts de développement et d'installation un peu plus élevés que le reste. Après, l'option au milieu, c'est de dire, OK, moi, je suis OK qu'elle soit sur cloud, les données, mais je veux qu'elles restent en Suisse. Donc voilà, c'est pour des questions de compliance ou juste vous voulez que les données soient en Suisse. Dans ce cas, par exemple, Microsoft va vous donner la capacité d'utiliser GPT-4, donc un modèle très puissant et très polyvalent, et de dire que les données qui sont donc les prompts, tout simplement ce que je mets dedans et ce qui en sort, soient hébergées en Suisse. Il faut juste savoir que le gouvernement américain se donne le droit pour des questions de souveraineté, de sécurité. Donc, il faut vraiment qu'il y ait que ce soit des choses justifiées, de quand même pouvoir avoir accès aux données si ça porte atteinte à leur sécurité nationale. Je n'ai pas l'exact de l'acte, mais voilà, il faut quand même se donner savoir que il y a des cas extrêmes où ils peuvent quand même y aller, mais sinon les données sont suisses et Microsoft ne prendra pas de risque réputationnel de perdre des données comme ça. Donc je pense qu'on peut avoir confiance et beaucoup des données dont les gens parlent sont déjà chez Microsoft. Elles vont déjà être sur Outlook, elles vont déjà être sur SharePoint. Donc, c'est des données auxquelles ils ont déjà accès. Et après, ça peut aller aux États-Unis. Et là, on peut directement utiliser ChatGPT, qui reste l'outil le plus puissant, le plus versatile à l'heure actuelle. Mais voilà, il faut être OK qu'on n'est pas en relation avec Microsoft, on est en relation avec OpenAI, donc une entreprise un peu plus sulfureuse et un peu moins comme on l'a vu récemment. Et voilà, on sait pas, en fait, ce qu'ils vont tout simplement faire, ils vont pas revendre vos données, ils vont les utiliser pour entraîner GPT-5 ou GPT-6. Donc, si vous y mettez votre source secrète de votre entreprise, il est possible que votre concurrent, quand il demande comment on fait la vis B28.4 que vous produisez, en fait, que le modèle lui réponde en ayant été entraîné sur vos données. Donc c'est ça le risque quand on utilise ChatGPT, c'est de tout simplement que vos informations qui vous sont propres, que vous utilisez pour être meilleur que le voisin, puissent être accessibles par un utilisateur, par Delphine en 2026, quand GPT-6 sera accessible. Donc, encore une fois, il n'y a pas un modèle pour tous. Il y a vraiment une panoplie de cas d'utilisation. Et il faut à chaque fois réfléchir sur ce cas d'utilisation. Est-ce qu'il y a un problème de confidentialité? Par exemple, si c'est pour faire une job description, votre job description, elle sera en ligne à la fin de la journée. Donc, c'est déjà une information qui sera publique. Donc, ne vous embêtez pas à développer un modèle on-premise pour ça, parce qu'il va être moins performant et vous coûter plus cher pour une information qui, de toute façon, sera en ligne. Donc, là-dessus, c'est le type d'application qui va vous encourager à utiliser plutôt des domaines, des modèles cloud-based. Alors après, on veut suisse, on veut pas suisse en fonction des besoins. Et après, quand on va sur les applications qui commencent à vraiment toucher votre cœur de métier, quel qu'il soit, on va doucement aller vers des choses, doucement, on va aller complètement, on le fait avec plusieurs de nos clients, avec des choses qui peuvent tourner complètement en local, en circuit fermé, au sein de l'entreprise. Mais ce n'est pas
C'est pas un anneau pour les gouverner tous, pour le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment, il y a 100 marteaux pour 100 clous différents. Mmh. Quelles sont les données qui sont, confidentielles? C'est-à-dire? Si tu as des exemples de données Ah oui, qui bien sont sûr. vraiment, pardon, Ouais. confidentielles, pour qu'on fasse bien la distinction. Tu l'as donné, Données de avec santé, ouais. RH, ça on le comprend bien, tout ce qui va être en ligne, 5 minutes après, ce n'est pas confidentiel, Absolument. mais des données qui sont vraiment confidentielles. Alors, ce qu'on a vu typiquement, ça va être tout ce qui va être lié aux personnes, c'est-à-dire bon, au sein des banques, ça va être les informations sur les clients, sur leur portfolio, leur nom et leur propriété. Ça va être les données de patients dans le monde médical, ça va être les données employées, par exemple. On est obligé de garder des informations comme les fiches de salaire des gens ou leurs contrats confidentiels. Donc, voilà, ça, vous ne pouvez pas le partager avec ces modèles, ou en tout cas, vous prenez un risque GDPR ou autre régulation en fonction des pays. Et ensuite, il y a ce qui est confidentiel, pas par titre légal, mais par avantage compétitif. Mmh. Par exemple, un brevet, une façon de faire, une recette secrète de l'entrecôte à Genève de leur sauce. Ça va être des choses qui vous rendent meilleur que le voisin. Et en fait, ça, vous voulez encore une fois pas que ça parte parce que vous voulez pas que votre voisin bénéficie de votre travail et de votre recherche et de votre savoir-faire pour vous copier. Donc il faut aussi, ça c'est encore une chose c'était une très bonne question, il faut mélanger confidentiel légal, Mmh. régulatoire, et confidentiel, avantage compétitif. Et encore une fois, en fonction des deux, il faut encore composer. Donc nous, on encourage vraiment les entreprises à commencer par mettre tout ça sur des grands tableaux blancs comme on a derrière nous, et puis commencer à réfléchir, OK, qu'est-ce qui est vraiment confidentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que le réflexe, c'est un peu, ah, tout est confidentiel, Mmh. du cloud, etc. Mais ça c'est un vrai frein à l'innovation. Tu as beaucoup parlé de Microsoft. C'est une entreprise, ben, qui est aussi un peu, pas pionnière, mais en tout cas qui a vraiment, adopté, en investissant dans OpenAI, tous ces outils. Aujourd'hui, je crois que la Office 365, permet d'avoir son copilote. Absolument. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que permet aujourd'hui ce fameux copilote dans Microsoft et puis vraiment l'avantage d'installer en plus CoreGPT? C'est une très bonne question. Alors, Copilot, c'est tout simplement d'avoir ChatGPT directement dans les applications qu'on connaît bien, de Outlook, PowerPoint, Teams, etc. Par contre, quand on a Copilot dans Teams, par exemple, il va être très bon si on lui demande qu'est-ce qu'on s'est dit à ce meeting de préparation à City avec Delphine. Donc, il va prendre le contexte de notre discussion, le transcript, et me faire le résumé. Par contre, si je lui demande j'aimerais faire une description de job pour un data scientist chez Fixis demain, il va pas comprendre parce qu'il a été fait, il ne sait que résumer des calls, il ne sait que résumer des réunions. Celui d'Outlook, il ne sait que relire des mails et drafter des mails. Celui de PowerPoint, il ne sait faire que des slides, Excel, des tableurs. Donc ils sont très, ce qu'on appelle pré-promptés, ils sont très mis sous Ritaline pour faire qu'une seule chose. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les utiliser pour tout ce qui est plus créatif. Et ils ont Copilot Chat, qui est censé être le chat GPT, qui a accès aux données internes, mais on le trouve assez bridé et moins. On ne peut pas jouer avec, parfois on ne veut pas qu'il aille online, il va quand même online, on lui donne Mmh. accès à un document, il y va trop. Ils ont fait. C'est bien pour résumer des mails internes ou un document interne, mais on trouve qu'il n'a pas cette côté réflexion poussée qu'il y a dans le chat GPT, et pour le coup qu'on a répliqué dans Mmh. Copilot, donc dans Core GPT, pardon. Donc on encourage les entreprises à prendre Copilot parce que c'est de la productivité. Il faut le voir comme une extension de la suite Office, il faut le démystifier. C'est tout simplement une suite Office mieux, parce qu'on a tous des meeting minutes à faire après Mmh. un call Teams. Core GPT, ça va plutôt être pour faire ce qui est propre à votre entreprise. Parce que toutes les entreprises ont besoin de mails. Donc là, prenez bien sûr Microsoft. Par contre, quand ça va être des réflexions stratégiques sur votre offre, sur vos produits, sur vos services, là, utiliser Core GPT fait du sens parce que la Copilot va manquer en pertinence. Une entreprise, enfin, quels sont les prérequis pour pouvoir, installer la plateforme, CoreGPT? Est-ce qu'il faut, avoir un abonnement chez Azure ou chez d'autres, providers de cloud ou toute autre, entreprise, en tout cas, qui permettent d'installer, CoreGPT? Alors c'est une très bonne question. Ça va dépendre de quel est votre technology stack. C'est-à-dire Mmh. qu'est-ce que vous avez
en interne? Est-ce que vous avez chez Google, chez Microsoft? Donc il faut tout simplement avoir, d'une certaine façon, accès à ces modèles et après on peut utiliser CoreGPT. Donc il faut une connexion internet et on vous installera CoreGPT chez vous, etc. Mais pour l'entreprise de base, ça va plutôt être tout simplement avoir Azure OpenAI, un tenant, mais ça vous le faites depuis votre admin panel Microsoft, c'est très simple. Et puis, on vous installera CoreGPT. Donc, il n'y a pas besoin de GPU, il n'y a pas besoin de choses, etc. En fait, on considère que beaucoup de PME commencent leur transformation IA. Donc, c'est la première, c'est la première étape. Et nous, après, on va même l'installer et ouvrir des comptes chez nos clients Microsoft. Mais vous allez le faire de la même façon que vous créez une nouvelle adresse email pour un nouvel employé. C'est pas beaucoup plus compliqué que Mhm. ça. Donc finalement, c'est avoir son outil de travail comme le propose OpenAI avec des GPT-S, sauf Absolument. qu'on est vraiment dans un environnement contrôlé et sécurisé. Voilà, selon vos termes. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est contrôlé et sécurisé, ça va dépendre si je parle à une banque privée ou ou à une autre entreprise. Donc ça permet en fait de vraiment adapter à des besoins. Parce que voilà, sécurisé, il y a plein de façons d'être Oui, sécurisé. absolument. Au niveau de l'interconnectivité, Ouais. euh, bah voilà, par exemple, si on est community manager ou qu'on organise des événements, on entre une seule fois l'information et on aurait l'espoir qu'avec un agent IA, on puisse avoir les posts qui se créent sur l'ensemble des réseaux sociaux ou d'autres interconnexions avec des API qui se font. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Est-ce que c'est un développement supplémentaire ou est-ce que c'est pas la philosophie? Alors c'est une très bonne question. Là encore une fois, tout un panel. Est-ce que quand tu crées ton nouveau poste, est-ce que c'est rapide et tu le fais à chaque fois sur le open chat, donc tu peux reprendre à chaque fois, taper ton message et tu fais. Soit tu l'as fait dans le passé, c'était assez court pour être des prompts, comme ici. Ça veut dire que tu as donné un nombre d'instructions spécifiques et des exemples, mais ça tient dans un prompt. C'est-à-dire le système, tu lui copies-colles ça et ça va marcher. Donc, on est Alpacity, voilà ce qu'on fait, voilà comment on s'exprime. Écris-moi un nouveau post avec, et là, il y a marqué taper tes 5 bullet points, etc. Si ça marche toujours pas, là, on va commencer à créer ce qu'on appelle des agents. Donc, on va dire, OK, on va se brancher en API, à Salesforce, à LinkedIn, en fait, on va aller chercher toute cette info qui est Mhm. juste trop complexe à ingérer pour un chat open comme celui-là ou comme ChatGPT. C'est l'équivalent d'un GPT. Typiquement, un GPT, un GPT-S, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas lui donner 10 documents où il va toujours se baser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de les upload à chaque Mhm. fois, il n'y a pas besoin de tout lui expliquer. C'est trop long pour le réécrire à chaque fois ou même pour se le partager. C'est vraiment quelque chose qui est pré-contextualisé. Mais du coup, s'il fait des posts LinkedIn, il ne pourra plus faire du RH. En gros, il y a toujours ce trade-off spécificité générique. Plus on veut quelque chose de générique, donc qui est capable de faire un peu de tout, moins il va être bon à faire des choses spécifiques et Mhm. vice-versa. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait quand on travaille avec une entreprise, c'est qu'on note, en général, il y a 100 idées et on va les mettre sur cette courbe de est-ce que c'est générique ou est-ce que c'est spécifique. Est-ce qu'on va leur permettre de trouver à chaque fois la bonne application. Mais est-ce que Core GPT, c'est de tout avoir au même endroit. C'est-à-dire de plus. Nous, ce qu'on essaye d'anticiper, c'est que les entreprises, pour l'instant, elles sont au tout début, mais dans 5 ans, si elles ne font pas ce genre de choix de Core GPT, eh ben, dans 5 ans, il y aura des applications sur Google, il y aura des applications sur Microsoft, Azure OpenAI, il y en a qui seront en local, etc. Et il y aura ces problèmes de legacy de l'IA qui seront là parce qu'on a tout un champ applicatif qui est très difficile à gérer, la gouvernance, la privacy, alors que l'avantage de commencer avec un Core GPT, c'est de vraiment avoir une plateforme de lancement qui permet de tout centraliser déjà. Alors, on a une question sur YouTube. Est-il possible de synchroniser CoreGPT avec des applications tierces pour automatiser la diffusion de contenu? Ça rejoint un petit peu ma première question, Absolument. mais sans faire de copier-coller dans notre CoreGPT. Absolument. Ça va être un développement donc customisé qu'on va faire. On va brancher Core GPT à une application tierce. Du moment qu'elle a un API ou qu'elle peut être scrapée, on le déconseille, mais du moment qu'il y a un API, encore une fois, le but, c'est de vous mettre
C'est que si vous avez besoin de sur-mesure, et il y a des entreprises qui ont besoin de sur-mesure, il y en a qui n'ont pas besoin de sur-mesure, mais pour celles qui ont besoin de sur-mesure, on va leur donner de quoi se faire un costume sur mesure. Donc, on va leur donner, voilà, on va leur dire, OK, ça va leur permettre de le faire, on va le faire facilement, on l'a fait de nombreuses fois, mais tout sera accessible depuis la même application pour l'entreprise. C'est-à-dire que, je ne sais pas qui a posé la question, mais si un de vos collègues de l'IT a une demande ou du RH fait aussi son sien, vous vous connecterez tous sur Core GPT. Quand quelqu'un quitte l'entreprise, bah, il n'aura plus accès à toutes les applications. Donc ça permet vraiment de centraliser et avoir encore une fois une base de lancement, un base camp pour tout le monde. Et il y a peu de choses où on va vous dire non, c'est pas possible parce que l'IA permet énormément de choses. Par contre, là, on va accompagner, c'est est-ce que ça vaut le coup? Mm. C'est plutôt ça. J'ai vu que quand tu as demandé un petit peu l'entreprise Alpacity de faire une description, tu as donné un lien. Oui. Le Core GPT peut aller chercher de l'information sur Internet? Si on lui laisse faire, oui. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont nous dire je ne veux pas que les personnes puissent aller sur Internet. Ok. Certains vont dire c'est OK d'aller sur Internet. Certains vont dire Rémi a le droit, pas Delphine. Donc, exactement comme on a répliqué un chat GPT avec le même modèle, mais on lui a mis aucune contrainte comme l'a fait Microsoft dans Copilot. C'est-à-dire qu'il est vraiment, c'est même chose que ChatGPT, mais fourni par Microsoft. Donc, ça permet d'avoir le sérieux de Microsoft, entre guillemets, et la durabilité des échanges et des contrats avec Microsoft. Et d'après, de faire vraiment, encore une fois, ce que vous voulez. Accès à Internet, pas Internet, upload de documents, Excel, etc. Vous définissez vos propres besoins. Et bien sûr, nous, on est là pour accompagner au début, pour vous dire quels sont les besoins au début. Mais après, la vision de Core GPT, c'est que ce sera utile quand il y a plusieurs applications, quand les gens l'utilisent, plutôt que dans 6 mois, 1 an, vous êtes obligé de faire tout un projet de transformation pour tout recentraliser et perdre 6 mois alors que vous aviez tout calé bien. C'est une manière aussi de tester peut-être les outils technologiques pour ensuite avoir des projets d'un peu plus grande envergure. Une autre question concernant Core GPT, est-ce que en fonction des avancées que peuvent faire les entreprises sur ces LLM et sur ces types d'outils, comment vous faites les mises à jour? Est-ce qu'on perd de la puissance, ou de la puissance, ouais, de la puissance, pour le résumer comme ça, sur Core GPT? Alors normalement, non, c'est vraiment les modèles qu'on branche en direct. Donc après, ça va plutôt dépendre à quel point vous allez décider de les pré-prompter, de mettre ce qu'on appelle un système prompt dessus. Donc a priori, nous, on prend les modèles et on tient tout à jour selon vos besoins. Et on peut même, pour des entreprises, on cède le droit de toucher au code de Core GPT. C'est-à-dire qu'une entreprise nous dit merci beaucoup FX6, mais je vais apprendre à partir de là où là j'ai un développement que j'aimerais faire moi-même et j'ai besoin de toucher au code. On donne un droit de licence, alors on vend un droit de licence à toucher le code pour que les entreprises puissent même aller plus loin par eux-mêmes. Donc c'est vraiment Core GPT n'est pas là pour des entreprises qui pourraient prendre des choses qui existent. Le but, c'est pas de réinventer la roue, j'aime beaucoup enfoncer des portes ouvertes. C'est plutôt pour les entreprises qui vont avoir des besoins très spécifiques et relativement avancés, par exemple, qui vont réfléchir à repenser leurs services avec l'IA, à repenser leur business model, donc ont besoin de pouvoir aller loin, de pouvoir aller fort, c'est vraiment de leur donner les outils pour le faire. Tu parles de droit de licence, justement, ça m'en vient un petit peu quel est le coût d'installer un Core GPT, et tu as parlé de token aussi, peut-être expliquer aux Bien sûr. personnes qui nous suivent aujourd'hui qu'est-ce qu'un token, pourquoi on le paye, etc., etc. Absolument. Alors, un token, c'est quoi? Un token, dans l'idée, c'est un mot. Et comment Microsoft, OpenAI ou n'importe quel vendeur d'IA fonctionne, c'est on paye au mot ingéré ou digéré. Ça veut dire si je fais une phrase de 10 mots, ça fera 10 tokens. Ah ouais, un peu moins. Euh, un peu plus, pardon. Le but, c'est donc on paye au token. La conversation, malheureusement, c'est pas un abonnement de 20 francs par mois. Alors, ils arrivent à le faire dans Copilot, mais c'est D'où en ma question, anticipation. voilà. C'est une anticipation. Donc, parfois, c'est-à-dire que les gens qui n'utilisent pas, bah, ils font plus de marge. Les gens qui utilisent énormément, ils font moins de marge. Ou on pense qu'ils peuvent même arriver jusqu'à perdre de l'argent. Donc, du coup, nous, on va vraiment vous dire, vous consommez vous payez ce que vous consommez. C'est-à-dire que nous, on ne se facture pas, etc. On va brancher et ça va vous envoyer les factures chaque mois de qui a consommé combien. Et vous pouvez tout maîtriser, contrôler directement depuis la plateforme Core GPT. Nous, ce qu'on va simplement facturer, c'est les frais d'installation. Donc, ça va coûter entre 15 à 30 000 francs pour vous installer Core GPT en fonction des spécifications que vous avez.
et si vous voulez avoir les droits de toucher le code source. Et après, vous viendrez nous voir si vous avez des développements particuliers, si vous avez des besoins de maintenance. Mais après, c'est vraiment votre plateforme à vous. Et vous payez que ce que vous facturez, mais directement avec votre propre relation avec Azure OpenAI, votre propre relation avec Google. Ce sera vraiment vos comptes qui seront dessus, donc vous payez ce que vous consommez. Donc on est d'une certaine manière, dépendant, des providers de cloud qu'on aurait choisis au Voilà. début. Ou alors vous avez, décidé que vous utilisez Core GPT pour accéder à un modèle local et dans ce cas, ou sur site et dans ce cas, vous êtes dépendant que de vous-même. Mais on vous laisse le choix. Est-ce qu'on perd en qualité avec de l'IA embarquée, enfin de l'utilisation locale? Oui, ça c'est clair. Enfin, ce qu'il faut c'est vraiment ce trade-off, hein, les modèles sont tellement lourds. Par exemple, GPT-4 pour son entraînement, c'était 5 millions de dollars d'électricité, donc je parle même pas de Mmh. serveur, d'électricité. Donc bien sûr que si on a un modèle qui tourne, sur, quelques GPU ou sur un ordinateur local, on va perdre en efficacité et surtout aussi où il va bien marcher pour une personne, mais pas pour plusieurs. Donc c'est vraiment nous, le local, c'est la même chose pour vous dire pour votre SharePoint. Est-ce que vous avez, hébergé votre SharePoint sur des serveurs en local ou est-ce que vous passez par, Azure 365? Pour des questions de pratique, vous passez par le cloud parce que vos GPU, si vous avez une inondation, votre système il est down. Donc si vous avez des clients qui sont dessus, il est down. S'il y a une panne d'électricité, votre système est down. S'il faut faire des updates, il faut vraiment des ingénieurs très qualifiés qui vont toucher. S'il y a une panne de hardware sur un switch, sur n'importe quoi, il y a un problème. Donc voilà, c'est toujours le trade-off, pratique versus performance, que nous on encourage chaque entreprise à réfléchir, à pas se faire pitcher par des startups ou des articles ou des choses comme ça, mais à prendre le temps de s'asseoir et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on veut faire déjà?» C'est une bonne question et comment on va le faire? Je reviendrai sur la question du prix tout à l'heure, mais je pose directement la question de Bertrand. Bonjour tout d'abord. Est-ce que vous avez déjà réalisé un chat GPT dans le domaine de la santé? Si oui, avez-vous un exemple concret? Alors, on travaille bien sûr avec les modèles de langage dans la santé. Je ne peux pas en dévoiler tous les tenants et aboutissants, mais ça va être, on a fait un bot qui permet de tout simplement à la direction médicale de poser des questions sur les hospitalisations qu'il y a eu, dans ce cas-là, c'est dans plusieurs cliniques. C'est-à-dire, bah, voilà, combien de personnes se sont cassé le genou, ces 6 derniers mois? Le modèle de langage va automatiquement traduire cette question en une query, SQL, et va aller chercher cette information dans plusieurs bases de données et la réconcilier. Donc, ça part à partir de codes spécifiques, donc c'est très compliqué à faire soi-même. Mais ici, le modèle de langage a été entraîné à tout simplement être un junior data analyst et qui va, quand on lui pose une question, tout simplement prendre les informations et les rendre et répondre à la question. 14 personnes se sont cassé le genou. Il y a eu une augmentation depuis ces 2 derniers mois qui peut s'expliquer par l'hiver et les gens qui se cassent le genou au ski. Voilà. Et il va s'arrêter là et il ne sait faire que ça. C'est-à-dire que si je lui demande c'est quoi le meilleur restaurant à Lausanne, il va pas me répondre. Il est vraiment entraîné. C'est un agent, pour le coup, une chaîne d'agents même, vraiment qui est entraîné à répondre à des questions sur des bases de données précises de façon précise. Quel est un petit peu, j'espère que ça a répondu à la question. C'est vrai que dans le milieu de la santé, on voit beaucoup, d'applications, en fait, des agents, conversationnels. Si tu as déjà fait des projets donc dans ce domaine-là, comment, tu ressens un petit peu l'adoption de ce type d'outils? Est-ce que, le patient y voit vraiment un intérêt? Et est-ce que le corps médical, y voit un intérêt, mais aussi ressent une certaine peur ou pas du tout? Alors, bien sûr, il y a de la peur et c'est une question très complète, donc je vais essayer d'être. Il faut pas quand on pense IA, on a le réflexe de penser chatbot et c'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des IA qui sont cachés dans des systèmes et qui vont faire un job répétitif. Souvent, le réflexe en tant qu'être humain, quand on nous donne un chatbot, c'est d'aller le challenger, c'est de le pousser dans ses limites. Alors qu'en fait, faut l'utiliser au contraire pour faire les choses les plus basiques et les plus simples. Donc, dans tout ce qui est le monde médical, je ne commencerai pas par le diagnostic. Parce que le diagnostic, déjà, il y a des enjeux Mmh. éthique, de qui est responsable, et cetera. Ça va bien sûr faire une levée de bouclier chez les médecins, et cetera, donc c'est pas du tout là où je comprendrais. Par contre, le corps médical croule sous les demandes administratives. Écrire une lettre de sortie embête tout le monde dans un Mmh. hôpital.
peut-être deux, trois personnes qui sont passionnées de lettres de sortie. Donc, et là-dessus, il y a des façons, nous, on l'a fait, on a un projet de recherche avec le CHU notamment, sur le traitement de langage et les lettres de sortie. Si on arrive à faire des systèmes qui génèrent automatiquement une lettre de sortie à partir de bullet point, ben on va avoir soulagé infirmiers et médecins de beaucoup de tâches administratives pour qu'ils soient plus concentrés sur le patient. Donc ça, c'est définitivement là où je commencerai dans le monde médical et le monde de la santé, c'est à soulager le poids administratif de la gestion de la santé. Et après, par contre, quand on va sur le diagnostic, je le positionnerai comme un aide au diagnostic. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va, sauf dans des pays en voie de développement où les gens n'ont pas accès aux médecins. Moi, c'est alors avis personnel, parce que c'est je pense qu'il vaut mieux avoir accès à un chatbot qui se trompe dans un cas sur 10 qu'à accès à aucun médecin. Mais en tout cas, dans un pays euh, comme la Suisse, j'utiliserais vraiment le chatbot, une IA, comme un stagiaire. C'est-à-dire qu'on peut lui demander de ah, mais c'est cinq. J'avais lu un paper qui parlait de comment traiter cette suspicion skin lesion. Résume-le-moi et dis-moi si ça s'applique dans le cas de mon patient. Et après, je me débrouille. C'est vraiment le mettre comme quelque chose qui va aider à agréger de l'information. Parce que voilà, les médecins doivent se tenir à jour, aller à des congrès. Il se passe beaucoup de choses de manière planétaire. Donc, s'assurer que les médecins sont à jour pour faire leur travail, ça, ce serait un type d'application que je verrais bien dans la santé. Pardon, je souris parce que Bertrand nous explique justement que c'est exactement le problème, les lettres de sortie. Donc peut-être que vous pourrez en discuter tous les deux. On donnera bien sûr les contacts de Rémi Avec grand et de plaisir. l'équipe des Fixis. Je voulais revenir sur le coût. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une fourchette? Je sais que vous avez plein de produits, que ça change tout le temps, que les tokens, vous êtes aussi à la merci du coût. Ouais. Mais peut-être pour donner une ordre d'idée aux PME qui voudraient se lancer. Alors, déjà, nous, on va se concentrer à le minimiser. Parce qu'en fonction de comment on crée ces applications, elles peuvent en consommer beaucoup ou peu. C'est peu d'argent. Dire, si on prend les lettres de sortie, imaginons, alors là, ce serait pas cloud, mais prenons, c'est quoi les lettres de sortie? C'est 10 000 lettres de sortie par année ou 20 000. Ça va être des coûts qui vont être en centaines de francs par mois, le token. Quand l'application est bien faite, peut-être en quelques milliers, mais c'est pas des choses qui vont exploser si l'application est bien faite, je le répète. Ce qui va coûter plutôt cher, c'est le développement. Donc, parce qu'il faut des gens extrêmement compétents si on veut le faire bien. Et si on veut le faire, par exemple, dans le monde médical, on peut bien le faire. Il faut faire un peu attention à beaucoup de personnes qui sont devenues experts IA en novembre 2022, quand ChatGPT est sorti. Donc, faites juste attention à ça en tant que PME. Parfois, on a envie de faire confiance à quelqu'un qui était déjà dans l'IT. Et puis, le numérique, c'est un grand monde. Donc, quand on connaît l'IT, on connaît l'IA. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce qui a coûté, c'est plutôt les ressources humaines pour bien le faire, pour bien le designer, pour bien le construire, mais de développer une application importante qui tourne, enfin vraiment quelque chose qui est utilisé, pas juste un proof of concept qu'on met en démo. Ça va aller de 50 000 francs à 1 million en fonction de la taille. Donc très difficile. Par contre, le coût des tokens, ça, on a rarement vu des cas où ça dépasse le 1 000 francs par mois. Donc quand c'est bien fait, en général, ça coûte vraiment pas cher. Peut-être Core GPT avec une utilisation plutôt basique telle que ChatGPT. Quelle est un peu la fourchette de prix? Ça va être donc une fois installé, ça va être 10 à 15 francs par mois par utilisateur. En Ok. fonction, peut-être que moi ce sera 5 francs par mois, toi ce sera 40 parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, mais on est dans ces fourchettes-là. Donc Et le coût d'installation? entre 15 et 30 000 francs en fonction des besoins. Ok. Voilà. Ça donne Et après, il y a les agents, et là c'est vraiment. J'aimerais vous dire, un agent c'est 99,99 tout compris, mais l'intégrité fait on doit avoir au cas par cas les besoins. En tout cas maintenant. Peut-être que dans 5 ans, ça sera lissé, mais pour l'instant, c'est malheureusement encore au cas par cas. Alors c'est aussi intéressant parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant et qu'on suit les actualités des Fixis. Vous êtes vraiment pionnier dans ce monde de l'IA et je m'en souviens très bien justement en novembre 2022, c'était? Ouais, 2022. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, vous êtes aussi dans un monde qui bouge extrêmement vite, comment vous mettez votre effort dans tel ou tel développement? Est-ce que ça vient principalement des entreprises et puis là, vous construisez un petit peu la stratégie? Enfin, quel est
votre mode de fonctionnement chez Fixis? Alors on s'engueule beaucoup. Là, déjà on a pris 6 à 9 mois à essayer de se faire des convictions sur comment les entreprises allaient utiliser. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de formations, qu'on a lancé Mmh. la Prompt University, qu'on s'est dit: «OK, c'est bien beau de développer des choses, mais apprenons déjà à tout un chacun à savoir utiliser ChatGPT ou Copilot». Et la chose qu'on a mis en place maintenant, c'est on s'est dit: «OK, va falloir être humble parce que personne n'a une idée d'où ça va, l'IA. Ça va être un vrai changement de rupture. Blockchain et métavers sont des technologies intéressantes, mais elles vont pas changer tout notre quotidien. L'IA, a priori, va le faire». Donc on s'est dit: «Bah, essayons». Il y a cette phrase de Jeff Bezos qui dit: «On faut pas se concentrer sur ce qui va changer dans 10 ans, mais de ce qui sera toujours la même chose dans 10 ans». Et du coup, on s'est dit: «Bah, de quoi auront besoin les entreprises dans 10 ans? Même si c'est, GPT-40, elles auront besoin d'être accompagnées dans leur choix de prestataires, dans leur stratégie. Elles auront besoin d'être rassurées dans le sens véridique de, bah, il faut challenger ses idées. Elles auront besoin de former des collaborateurs et elles auront besoin de second avis technique sur des architectures complètes. Donc, on s'est arrêté là. Et de temps en temps, on identifie en collaborant, bah, un besoin de formation. On a fait la Prompt University. Après, on a vu un besoin d'orchestration et de centralisation 1, 2, 3 de toutes les Mmh. applications IA. Donc, on a fait Core GPT. Donc, on avance vraiment. On s'est dit que c'était un mouvement, c'était trop des plaques tectoniques, ce monde de l'IA. À tout moment, OpenAI fait avec Goldman Sachs un partenariat et puis toutes les startups de fintech Mmh. sont obsolètes. Donc voilà, on a plutôt une approche, essayons d'être très pragmatique, de se concentrer sur le besoin que nous expriment les entreprises maintenant, PME et multinationales. Et quand on voit de systématiques, on a fait 10 fois la même chose, bah, on se dit: «Ah bah, on va le packager pour en réduire le coût, pour nos clients». Mais on essaye de s'arrêter là, parce que la veille qu'on fait chez nous, c'est 2 employés full-time équivalents. Alors on se le distribue entre tous nous, mais et on couvre, je sais pas, peut-être que 10 à 15 de ce qui s'y passe. Donc c'est très difficile à garder. Donc on essaye de vraiment naviguer à vue, mais de bien naviguer. Donc, et on pense que c'est beaucoup plus safe que de dire, «Le monde va aller là». Je pense que ceux qui savent, où sera l'IA dans 10 ans, ont déjà plus besoin de travailler normalement. Vous avez combien d'agents IA au sein des Fixis? Oula, qu'on a développé ou qu'on utilise, peut-être 20 ou 30, hein, on en a pour tout, pour répondre à des appels d'offres. Encore une fois, ça dépend de la confidentialité. On en a pour écrire nos posts LinkedIn, hein. J'ai pas écrit un post LinkedIn depuis bien longtemps, écrire nos mails, Teams. On essaye encore une fois, se baser sur ce qu'on se dit qu'on est une PME. Et par exemple, la Prompt University est née à la base de former nos propres employés. On avait en mode, si on doit conseiller les entreprises, on se doit d'être le cordonnier le mieux chaussé. Mmh. Donc, voyons les difficultés qu'on peut avoir à former les gens en formant nos propres collaborateurs. Alors, bien sûr, c'est des data scientists, etc. Donc, ils avaient d'autres difficultés, mais ça vient de nos propres besoins. Finalement, le bien prompter, c'est aussi, la base d'une bonne, utilisation de CoreGPT. Comment vous aidez les PME dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des tutos qui sont disponibles? Est-ce qu'on doit venir faire une formation? Quelles sont un peu vos propositions? Alors, s'il y a une chose à faire, on conseille de former les gens au prompting. Si vous avez qu'une cartouche à dépenser, c'est de former les gens au prompting, parce que ça va vous simplifier la vie sur les années à venir beaucoup. C'est comme si tout le monde savait bien utiliser Excel, PowerPoint et Word dès Mmh. 1983. Combien, 40 ans plus tard, vous serez économisé de temps et d'heures? Beaucoup. Donc pareil. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on propose? On a un cours en ligne pour des individus. Voilà, si vous voulez former 2 personnes, on a un cours en ligne de 3 4 heures qui va recouvrir tout ça. Et quand il y a des besoins d'entreprise, soit de direction, soit de manager, soit de tout un chacun, on intervient sur place et puis on vous fait un workshop un peu personnalisé. Parce que le but, c'est que, on pense que chaque personne qui adapte vaut beaucoup. Donc on veut que les entreprises, on permet aux entreprises de pouvoir investir et avoir des choses hautement personnalisées. Dans toute l'aventure, Efixis, est-ce que maintenant tu arrives à définir un peu une expertise dans des domaines où vous avez passé beaucoup de temps? Alors, il y aurait le bancaire, la santé et ce qu'on va appeler le advanced manufacturing, c'est-à-dire les entreprises qui ont beaucoup de R&D et cetera. On ne touche pas au pharma dans le sens développement de nouveaux médicaments, on va pas toucher à l'automobile, c'est-à-dire qu'il y a des industries, qu'on va juste on a envie d'avoir plus d'expérience métier, donc on doit nécessairement se concentrer, et ça va vraiment être le monde des services financiers, hein, donc assurance et banque suisse, santé,
Suisse et Belgique, et monde voilà, de la fabrication d'outils avancés, que ce soit des machines-outils, du hardware et ce genre de choses où on a compris leurs problématiques. J'aurais voulu peut-être faire un petit point sur les agents IA parce que c'est quelque chose, dont on parle beaucoup aujourd'hui. On a compris, hein, le principe, mais comment est-ce que tu vois ces agents, dans plusieurs années? Il y en a qui parlent aussi d'agents qui commenceraient à négocier entre eux. Mmh. Donc voilà, ça pose aussi plein de questions. Ouais, comment tu imagines aujourd'hui le développement de ces agents, dans les entreprises? Toi, tu en as une trentaine au sein des Fixis, qui représente en fait finalement le nombre d'employés. Quasiment, oui. Voilà, vous avez autant d'agents que de collaborateurs. Mais comment est-ce que tu vois le développement de ces agents et qu'est-ce que ça changera dans la gouvernance de l'entreprise? Alors, opinion, hein, je Ouais, dois bien être sûr. aligné avec ce que j'ai dit juste avant. Non, je pense que ça ce qu'on voit probablement arriver, c'est que les agents vont devenir des stagiaires dans comment une entreprise est gérée. C'est-à-dire que chaque employé aura des agents, oui, c'est ça. Chaque employé aura des agents. Les agents vont commencer à être inter, celui de SAP, il va communiquer avec celui des CRM, et cetera. Donc, ça va être des architectures très compliquées à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut aussi harmoniser dès maintenant, parce que si d'un côté de l'entreprise, vous développez des agents comme ça, et puis côté CRM, c'est comme ça, un jour, quand ils vont se toucher, bah, c'est là où ce sera catastrophone, et puis Mmh. il faudra tout repenser. Euh, je suis pas inquiet côté Terminator parce que j'ai beaucoup de mal pour l'instant à voir des systèmes autonomes, etc. Enfin, on voit quand même beaucoup les limites de cette technologie. Et quand on parle de notre capacité, nous, d'humains, à faire beaucoup de parallèles et à prendre énormément de cas en considération pour prendre des décisions, comment je vois que ça va toucher la gouvernance d'entreprise, ça va tout simplement automatiser tout ce qui est back-office. Mmh. Je pense que plus une tâche est répétitive, basée sur du texte et formatée, celle-là va être automatisée. Du coup, je vois assez peu de jobs être remplacés. Par contre, je vois beaucoup de jobs qui vont changer. Mmh. C'est-à-dire que si un job avait 40% de tâches administratives, compliance, back-office, etc., bah, ce job va devoir évoluer parce que on va faire d'autres choses. Donc, peut-être un petit peu moins de recrutement. Ça veut dire si une boîte doit doubler son chiffre d'affaires, demain, elle ne devra pas nécessairement doubler son nombre Mmh. d'employés à vie personnelle. Et les boîtes doivent vraiment réfléchir à ces stagiaires virtuels. Je pense pas qu'à terme, ça aille plus loin que stagiaires, mais on peut se déployer des armées de stagiaires. Donc, comment on s'organise avec une armée de stagiaires? Si les entreprises veulent se projeter, stratégie à 5 ans, 10 ans, c'est vraiment, elle se dit, bah, si chaque employé a 5 stagiaires, c'est quoi l'organigramme? J'en profite, vu que tu as 2 personnes et 30 agents qui font Mmh. de la veille technologique. J'ai vu récemment, les progrès en termes de vidéo. Oui. Hem, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y a des applications que vous allez, mettre en place pour des clients, Mmh. dans le domaine de la vidéo? Et s'il y a d'autres actualités que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Alors la vidéo, tu fais sûrement référence à Sora, donc Oui. du coup, qui est le ChatGPT, de la vidéo. Jusque-là, la vidéo, ça marchait assez mal. Ouais. Alors, j'avais vu peut-être pour de la retouche un petit peu, il y a Adobe aussi qui est sur le créneau. Hem, la vidéo, ça va être encore une fois, ils nous ont aussi montré les vidéos qu'ils voulaient bien nous montrer, donc je sais pas à quel point ils ont passé, 1 500 essais avant de nous montrer, ce chat qui jouait avec des bulles, ou je sais plus, ou ce chien qui joue dans la neige. Encore une fois, le travail de monteur vidéo ne va pas disparaître. Par contre, un monteur vidéo va devoir changer la façon dont il travaille. C'est-à-dire que Mmh. les briefs vont être faits de manière différente. Peut-être qu'on va juste brainstormer ensemble à générer rapidement, comme ça, client et vidéaste sont d'accord sur OK, à quoi ça doit ressembler, plutôt que d'essayer de tableau blanc ou de parler. La réalisation, une partie sera sûrement variable, mais encore une fois, quelle vidéo il faut pour mettre en avant Alpine City, c'est toujours toi qui devras le définir, Mmh. et un vidéaste qui devra coordonner des IA. Mais comme il y a 20 ans, l'arrivée des softwares, on pensait Mmh. que ça va être coordonner des outils. Donc il faut vraiment se concentrer sur notre capacité à mettre des choses ensemble. Et c'est vrai que les capacités, les implémentations techniques vont plutôt être amenées à être, en tout cas, avec moins de valeur. C'est-à-dire que l'architecte sera toujours là, le génie civil un peu moins, et ça dans beaucoup de professions. Le code, c'est ça. Le Mmh. code, GPT-4 code bien mieux que moi, mais bien mieux. Par contre, de savoir ce que je veux et de dire, bah, fais ça de cette façon-là pour faire ci, avec ces contraintes-là, bah, ça, il ne pourra jamais. Enfin,
pas jamais, mais c'est pas demain que je dis: «On veut une application ChatGPT pour Alpacity, un agent qui fait ça, vas-y fais-le». Mais par contre, la rédaction de code va, changer et donc comme la le montage vidéo va changer. Mais, on dit souvent l'IA remplacera pas les médecins, mais les médecins qui utilisent l'IA remplacera les médecins et ça, c'est vrai dans énormément de professions. Certaines sont épargnées, mais beaucoup de professions, c'est le cas. Et sur des actualités récentes, il y en a tellement que là, tu me Mmh. poses je pense que Sora est une vraie actualité d'arriver à faire des vidéos de aussi belle qualité. Si OpenAI tient la promesse montrée, ce serait assez incroyable de pouvoir se dire, bah, chaque entreprise peut faire des vidéos, et cetera. Avant, il fallait être une grande boîte, il y avait des moyens de mandater ou d'avoir soit un vidéaste en interne ou d'en mandater. Demain, ce sera un peu plus accessible. Peut-être, quelques mots sur une actualité qui m'a marquée, c'est la levée de fonds, enfin ce que l'argent que cherche aujourd'hui, Sam Altman, qui est donc le CEO de OpenAI. On parle beaucoup de cette entreprise, on a l'impression qu'ils vont rester vraiment leaders face quand même à des autres gros, leaders américains. Ouais. Hem, Peut-être dernier mot de la fin sur, toi qui as vraiment une vue, holistique sur l'ensemble des technologies qui existent aujourd'hui. Hem Et qui, tu l'as dit dans l'interview, enfin dans la tech démo, que OpenAI aujourd'hui est un petit peu au-dessus de tout. Mmh. Comment on explique ça? Et puis quel est un petit peu, pour toi l'avenir du marché et de l'écosystème IA? Si j'avais cette réponse la Ouais. réponse à ces questions, je serais bien heureux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA et la gouvernance d'OpenAI a des conséquences macroéconomiques, a des conséquences de même de trade entre pays, de géopolitique avec Taïwan pour faire les Mmh. microprocesseurs, et cetera. Donc il faut être, assez humble dans le sens de dire qu'on n'en sait rien, que c'est vraiment des sujets qui sont d'une importance, macroéconomique sur le bureau de certains présidents. Donc les détails, on les a pas. Par exemple, le gros scandale qu'il y avait eu du board et de CEO où je voyais sur Ah LinkedIn, ouais, je me souviens. Ouais, ouais. chacun Mmh. était devenu expert en gouvernance de start-up qui vaut 80 milliards. Moi, j'étais en mode, bah, il y a sûrement des enjeux sous la table dont on n'est même pas au courant, qu'on ne sait même pas. Donc, a priori, OpenAI a de un une meilleure science que les autres, de 2 des milliards d'historiques de conversations sur Mmh. ChatGPT et a des fonds quasiment illimités. Donc ces 3 là, c'est la clé pour aller de l'avant. Donc à partir de ce moment-là, ils seront difficilement rattrapables. Ils Mmh. seront très difficilement rattrapables et c'est pas que il faut de l'argent, mais il faut aussi, la science, il faut vraiment les 3 pour prendre l'accélération et dans le monde digital, en général, quand quelqu'un a pris l'accélération, il y reste. On Mmh. l'a vu avec les réseaux sociaux, mais ouais, peut-être que tous les 5 ans, il y aura un nouveau, comme il y a eu Facebook pendant 10 Mmh. ans, après Instagram pendant 10 ans, maintenant TikTok pendant 10 ans. Il y aura peut-être les choses, mais en tout cas pour les 5, 6 ans à venir, ou enfin, j'en sais rien, quelle sera l'unité de mesure dans l'IA, mais pour ce cycle-là, j'ai du mal à voir, il y aura vraiment OpenAI en tête de liste et des alternatives qui sont OK, telles que Mistral. Je ne sais pas tellement ce qui se passe en Chine, mais j'entends aussi des Mmh. choses qui s'y passent. Mais il faut observer ça et plutôt se concentrer sur ses besoins à soi maintenant mais garder un œil dessus. Mais c'est très compliqué je pense que les gouvernements devraient s'en occuper. Et une dernière question pour revenir peut-être sur le concret, quotidien des PME, suisses. Comment elles doivent un conseil pour, profiter pleinement de ces, outils technologiques, qui, à mon sens, en tout cas, vraiment, offrent de belles, perspectives et opportunités. Aller aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, Mmh. pour citer, quelqu'un. Non, mais on voit un réflexe de vite construire un chatbot, de vite faire ci, et cetera, ou «Ah non, non, ça sert à rien». Formez-vous, éduquez-vous, comprenez, ça va je pense un très bon parallèle, c'est l'arrivée d'internet. Mmh. Pour ceux qui travaillaient, à l'époque d'internet, voilà. Qu'est-ce que vous avez bien fait à ce moment-là? Est-ce que vous l'avez utilisé assez tôt? Est-ce que vous auriez pu faire? Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc, j'aimerais vous donner un livre de comment faire. Malheureusement, je l'ai pas. C'est vraiment se poser les questions de est-ce que nous, on a que à gagner. Il y a 2 grandes pistes. Il y a gagner en productivité, c'est-à-dire faire plus avec ce que j'ai, et il y a gagner en compétitivité, créer des nouveaux services et des nouveaux produits. Et c'est vraiment déjà, si vous mettez des idées dans ces 2 catégories, vous avez fait la bonne première étape. Qu'est-ce qui est une idée où j'ai juste besoin de former les gens?
Où est-ce que je dois aller challenger mon provider appeler Adobe ou voir ce que Adobe Mmh. fait parce que, j'attends qu'eux fassent. Mais quand vous développez quelque chose, faites-le. Si vous avez des développements customisés, bah, voilà, si ça vaut le coup. Donc prenez le temps, c'est avant tout. Toujours ce pragmatisme, hein, ça n'a pas changé, lister les idées, voir ce qui est faisable, s'entourer, soit en interne, soit de consultants, bien s'entourer, deuxième étape, et aller de l'avant. Mais tout ça à 1 an, on a du mal à le croire, tout Mmh. ça à 1 an. Alors l'IA beaucoup plus vieux bien sûr, mais l'IA abordable n'a qu'à 1 an. Donc des baby steps pour commencer, à avoir l'équivalent d'un chatbot, ChatGPT, Copilot et cetera et se poser les questions sans se précipiter. J'aimerais vous en dire plus, malheureusement, je peux Non, mais pas. c'est déjà tester, tester et tester, c'est déjà C'est une déjà un très beau bonne, début. un beau début. Merci infiniment Merci Rémi. Delphine, merci à vous, Et online. merci, pardon, merci, à vous, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions sur tout ce qui concerne Core GPT. N'hésitez pas à contacter l'équipe d'Efixis, on vous enverra les coordonnées de Rémi et de son équipe. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube d'Alpacity, vous avez juste à cliquer juste en dessous. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle Tech Démo.